Franco a été le dernier des dictateurs européens. En refusant de participer activement à la Seconde Guerre mondiale et en refermant son pays sur lui-même, il s'est assuré une longévité exceptionnelle. Il a été le chef de l'État pendant presque 40 ans. Après la chute de la monarchie au début des années 1930, la nouvelle République clive le pays entre partisans d'une gauche communiste ultra-violente et défenseurs des valeurs conservatrices prêts à toutes les exactions pour reprendre le pays. La révolution des généraux les plus conservateurs a permis à Franco de devenir dictateur. Lui, l'homme ambitieux et opportuniste, convaincu d'avoir été choisi par Dieu pour sauver l'Espagne. Je suis Virginie Giraud et je vous invite au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Franco, l'Espagne et Dieu. Españoles, habréis llegado a la conclusión de que el interés de los españoles se centra hoy en asegurar para una larga y dilatada etapa otros muchos años de paz constructiva. J'aurais aimé profiter de la vie comme tant d'autres Espagnols, mais le service de la patrie accapare mes heures et occupe pas ma vie. Épisode 1. Les ambitions d'une allumette. Nous sommes à la gare d'Hendaye, une enclave entre la France et l'Espagne, le 23 octobre 1940. Il est 15h05. Le général Franco trépigne dans son wagon. Il voulait arriver en avance au point de rendez-vous avec Hitler pour l'accueillir, mais le réseau ferroviaire espagnol est en si mauvais état qu'il est en retard. Alors que son train s'arrête contre le quai, il peut déjà apercevoir derrière la vitre de son wagon Hitler avec sa moustache noire et sa grande casquette qui jette une ombre sur son regard perçant. Franco bondit de son train comme une amoureuse qui retrouve son amant au début d'une permission. Hitler lui tend la main droite. Le généralissime l'étreint de ses deux mains pour se montrer le plus chaleureux possible. Des photos sont prises, le Führer est jovial et Franco a les yeux de chimène. Les deux hommes remontent le quai bordé de rangées de militaires au garde-à-vous. Comme à son habitude, Hitler les salue en levant mollement la main droite. Au contraire, Franco a le bras bien tendu en un beau salut nazi. Enfin, les deux hommes montent dans le wagon du chef du Troisième Reich et s'installent devant une grande table. Hitler est venu jusque-là pour négocier l'entrée en guerre des Espagnols à ses côtés. Avec le raid, il ne lui sera pas difficile d'écraser la Grande-Bretagne. Et surtout, le généralissime lui est redevable. Il lui a fourni une grande aide logistique pendant la guerre d'Espagne et l'a aidé à devenir le maître de son pays. Il n'a donc aucune raison de refuser de rendre l'appareil au Reich. Franco se met à son tour à parler. Il est volubile. Oui, il entrera en guerre aux côtés de l'Allemagne. Il n'y a qu'à se mettre d'accord sur des points de détail. Hitler écoute attentivement en faisant des « ah » de politesse. Quelques dizaines de minutes plus tard, Franco sort du wagon du Führer la mine sombre. Il confie à l'un de ses proches « Ces types me dégoûtent !» Comment une entrevue qui commençait aussi bien a-t-elle pu si mal tourner ? Franco est un homme du 19e siècle. Il faut toujours garder cette information en tête si on veut comprendre le dictateur espagnol. Il est né le 4 décembre 1892 à Ferrol, une cité portuaire de Galice, dans une vieille famille de marins au service de leur pays depuis plus de 200 ans. Francisco Franco Bahamonde est un enfant chétif, très sérieux. Il est si maigre qu'on le surnomme Cerillita, la petite allumette. De l'aveu de sa propre sœur Pilar, il n'aime que deux choses dans la vie, étudier et sa mère. Ah, sa mère, c'est le centre de son monde. C'est une femme espagnole austère, très pieuse, qui élève ses 4 enfants avec une immense rectitude morale, l'amour de la patrie et le sens de l'honneur. Bon, pas question de faire du Freud de comptoir, mais Franco aime autant sa mère qu'il déteste son père. Celui-ci est un haut gradé de la marine, mais il travaille maintenant dans une administration, ce qui n'est pas très glorieux à ses yeux. Mais surtout, il a ramené des colonies des vices insupportables, la luxure, le jeu et l'alcool. Pour le petit Franco, son père humilie sa mère et sa famille par son comportement. Mais un autre événement va heurter cet enfant au sens aigu de la morale. Un événement qui le dépasse. En 1898, le royaume d'Espagne perd la Seconde Guerre hispano-américaine.
Les journaux parlent de désastre. Les Américains prennent le contrôle de Cuba et de plusieurs colonies espagnoles dans les Caraïbes. Fini les champs de canne à sucre qui assuraient la prospérité du pays. À 6 ans, Franco assiste au retour d'une flotte en lambeaux au port de Ferrol. Si son Espagne est meurtrie, il l'est aussi. À 14 ans, Franco intègre une école militaire à Tolède. Ce gamin si fluet devient vite le souffre-douleur de ses camarades. Il est si gracile que pendant les entraînements, il manipule un fusil à canon scié. Les fusils normaux sont trop lourds pour lui. Tout ça nourrit chez lui un sentiment d'humiliation. Il ne veut pas être une petite chose fragile. Le mental devra tôt ou tard prendre le dessus sur le corps. Mais en attendant cette revanche, il sort de l'école en 1910 classé 251e sur 312. Pas de quoi pavoiser. Une carrière d'officier en Espagne n'est même pas envisageable, alors 2 ans plus tard, il s'engage au Maroc. Nous sommes à l'époque où l'Europe colonise le Maghreb. La France se taille la part du lion avec l'Algérie et l'Espagne tente de prendre possession d'un morceau du Maroc. Mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent aussi leur part. Ces rivalités ont fait de la région une véritable poudrière. Finalement, le Maroc devient en 1912 un protectorat français, mais l'Espagne obtient un sous-protectorat dans le nord du pays. Les Espagnols ne sont pas satisfaits. 5% du territoire marocain, mais c'est pas assez. La sécurisation de cette zone sous influence ibérique nécessite d'ailleurs la présence de l'armée en dépit de l'opinion publique pacifiste. En 1913, le jeune Franco rejoint les forces régulières indigènes formées en grande partie de mercenaires morts. Dans ce régiment, les hommes ne sont pas des tendres, et même si le jeune Franco n'a pas le physique d'un athlète, il se démarque très vite par son courage et son intrépidité. Il est toujours en première ligne et ne baisse jamais la tête sous les balles. C'est comme ça qu'il gagne le respect de ses hommes et monte rapidement en grade. Pour autant, il reste à distance des officiers qui se retrouvent pour boire. Franco ne veut pas ressembler à son père, cet alcoolique qu'il méprisait. Le 29 juin 1916, Franco se montre à nouveau héroïque lors de la bataille de Bioutz. Il a acquis la conviction qu'il est protégé par Dieu et qu'il peut prendre tous les risques. Mais une balle lui traverse l'abdomen et le cloue au sol. Il remarque que le médecin de son régiment évacue les blessés, mais lui, il n'est orienté vers aucun convoi. Alors il apostrophe le médecin. Pourquoi lui, on l'emmène pas en ambulance ? Le médecin, qu'il appelle Franquito, lui explique que sa blessure est trop grave et qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. En entendant ces mots, Franco attrape un fusil à côté de lui et le pointe sur le médecin. S'il n'est pas évacué immédiatement, lui aussi, il va se prendre une balle dans le ventre. Et c'est ainsi que Franco est évacué et soigné. Il poursuit sa carrière en Afrique jusqu'en 1926. Quand il rentre en Espagne, Franco est le plus jeune général d'Europe depuis Napoléon. Il est présenté par les médias comme un héros et épouse Carmen Polo, une jeune femme issue de la haute bourgeoisie. C'est une période d'accalmie avant une nouvelle tempête de l'histoire. Dans les années 1920, une bonne partie des Espagnols rêvent de modernité. Le pays est beaucoup plus pauvre et moins industrialisé que ses voisins. Les mécontentements entraînent une crise politique et la République est proclamée en avril 1931. Le roi déchu, Alphonse XIII, quitte le pays en catimini. La gauche est largement en tête des élections. Une gauche tournée vers Moscou. Une partie d'entre elles veut même collectiviser les moyens de production et les terres. La République est fragilisée par une forte opposition entre la gauche et la droite conservatrice, soutenue par les généraux du pays. En 1934, une révolution prolétarienne éclate dans les Asturies au nord-ouest de l'Espagne après la victoire de la droite aux élections. Franco est envoyé mater la révolte avec l'armée. Il n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Il finit avec le sang d'au moins 2000 personnes sur les mains. Ce fait d'armes sanglant lui vaut le surnom de boucher des Asturies. Cette violence est alors commandée par l'État, même si Franco a agi avec zèle. Mais la violence n'est pas l'apanage de la droite. Les républicains espagnols qui composent la gauche ne sont pas des enfants de cœur. Ils organisent une lutte des classes telle que Trotsky la fantasme. Le prolétariat veut manger du bourgeois. Dans les régions où la gauche est puissante, comme en Catalogne, les prisons pour les opposants aux républicains fleurissent. On y entre sur simple dénonciation. L'état de droit ne veut plus rien dire et les gauchistes les plus radicaux font régner la terreur.
2 ans plus tard, en 1936, le gouvernement formé par le Front populaire, la coalition de gauche, commence à redouter un coup d'État militaire. Mieux vaut éloigner les généraux ambitieux et respectés de l'armée. C'est ainsi que Franco est envoyé à Tenerife, dans les îles Canaries, au large des côtes africaines. En réalité, le général Franco n'occupe plus aucune fonction intéressante. Madrid l'a mis sur écoute et il est constamment surveillé par les syndicats de gauche et les fonctionnaires. Pourtant, Franco, à ce stade, ne tente rien. Aujourd'hui, les historiens pensent que ce n'est pas Franco qui est à l'origine du coup d'État qui se prépare. Pour le moment, il attend prudemment son heure en restant à distance de tout. C'est le général Emilio Mola qui est en train de préparer un coup d'État militaire avec l'aide des autres généraux conservateurs. Et c'est donc Mola qui fait savoir à Franco qu'il a besoin de lui pour prendre la tête des troupes stationnées au Maroc. Il lui trouve même un pilote d'avion partant d'Angleterre pour aller le chercher aux Canaries et l'emmener au Maroc. Au départ, Franco refuse l'invitation de Mola. Mais un événement le fait changer d'avis. Le meurtre sanglant d'un homme politique de droite, José Calvo Sotelo, par un groupuscule de militants socialistes parmi lesquels il y a des policiers, convainc Franco de rejoindre les généraux conjurés. Et les planètes s'alignent. Franco obtient de Madrid l'autorisation de quitter Tenerife pour se rendre à l'enterrement d'un officier qui vient de mourir. Il organise ensuite la fuite de sa femme et de sa fille vers la France, échappe à la surveillance de l'administration qui se méfie de lui et parvient à grimper dans l'avion que le général Mola lui a fait affréter. Dans la seconde moitié du mois de juillet 1936, le général Franco prend le contrôle des militaires espagnols basés au Maroc. Les régiments ont conservé leur loyauté à cet homme qui s'est tant de fois illustré sur ces terres hostiles. Mais encore faut-il rentrer en Espagne avec ses 30 000 hommes. Or, le général Franco a un problème. La marine fidèle à la République garde le détroit de Gibraltar. Le général a besoin d'aide. Il décide d'écrire aux 2 seuls chefs d'État européens susceptibles de lui venir en aide pour écraser l'engeance socialiste et communiste qui ravage son Espagne adorée. Ces 2 hommes sont Hitler et Mussolini. Pour découvrir la suite de ce récit, je vous donne rendez-vous sur votre appli d'écoute favorite. À très vite. Franco est le dictateur européen qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Issu d'une famille de marins, éduqué pour respecter les valeurs morales catholiques, il participe à la conjuration des généraux contre le Front populaire espagnol. À la mi-juillet 1936, le général Franco vient de prendre la tête des troupes espagnoles au Maroc. Il doit trouver un moyen de les faire passer en Espagne. C'est le début de la guerre civile. Franco, l'Espagne et Dieu. Il nous a sauvés du communisme. Il a créé la classe moyenne. C'était un régime autoritaire, comme celui du roi Louis XIV, de Napoléon, mais c'était pas une dictature. On ne comprendrait pas en Allemagne ou en Italie mausolée au nom de Hitler ou Mussolini. Et en Espagne, malheureusement, cela existe. Et je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour la démocratie et qu'il faut en finir avec ça. Épisode 2. Un caudillo pour l'honneur et la grandeur de l'Espagne. À la mi-juillet 1936, Franco est coincé au Maroc avec ses 30 000 hommes. Il a besoin d'avions pour les faire passer vers la péninsule sans se faire prendre par les patrouilles de marins fidèles aux républicains. Il sollicite alors Mussolini et Hitler. Le premier envoie des avions en Espagne et le second au Maroc. C'est donc grâce au soutien de Hitler que Franco arrive à Séville au début du mois d'août 1936. Le sud du pays n'est pas républicain et le général est déjà perçu comme le sauveur. Au début de la guerre civile, le pays est fracturé. Les régions où les républicains sont majoritaires s'attaquent avec une rare violence à la bourgeoisie et inversement. Avant même de partir en campagne, Franco fait une allocution aux médias internationaux. Il parle lui-même d'une guerre de civilisation en Espagne et promet de défendre la patrie, la religion et la famille, les grandes valeurs de son pays, celles qu'on lui a inculquées dans son enfance. Le 14 août, le régiment conduit par Franco ordonne le massacre de Badajoz en Estrémadure. Le général ordonne un nettoyage de la ville. L'objectif est de la purifier des gauchistes. De simples suspicions de sympathie communiste suffisent pour être arrêtés.
plus de 2000 prisonniers sont conduits Plaza de Toros, dans une arène taurine, et fusillés par petits groupes. Les corps sont ensuite jetés dans des fosses près du cimetière de la ville. Franco veut faire de Badajoz un exemple. Il n'y aura pas de quartier. Pour lui, libérer l'Espagne des Rouges et lui redonner sa grandeur est sa mission divine. En usant du vocabulaire des croisades, il gagne le soutien de l'Église. Il faut dire que les républicains hostiles aux religieux les avaient persécutés. Il n'était donc pas très difficile de choisir son camp. En septembre, Franco commande l'opération qui vise à libérer l'Alcazar de Tolède, l'endroit où il avait été au collège. Dans cette forteresse, des familles entières de nationalistes tentent de résister aux républicains. Cette opération retarde l'avancée vers Madrid, mais Franco veut en faire une victoire symbolique. Ce même mois de septembre 1936, les généraux rebelles qui forment la Junte de défense nationale organisent une réunion près de Salamanque. Il leur faut choisir un chef unique pour coordonner les actions pendant la guerre civile. Inutile de vous dire que tout le monde n'est pas d'accord. Après de longues négociations, un décret est rédigé qui donne le pouvoir à Franco. Certains généraux qui connaissent ses ambitions s'y sont opposés, mais en vain. Cependant, le décret devait protéger la junte de l'appétit de Franco. Le nouveau généralissime devait rendre le pouvoir à la fin de la guerre civile. Sauf que le décret est modifié avant sa publication officielle, et la phrase qui prévoyait que Franco quitterait le pouvoir a disparu. Le voilà officiellement avec les pleins pouvoirs, sans limite dans le temps. C'est un joli coup d'État dans le coup d'État réalisé grâce à l'aide de ses soutiens dans la junte. Plus tard, Franco fera croire qu'on lui a donné le pouvoir et qu'il l'a accepté pour faire plaisir aux généraux. Aucun historien ne croit plus en cette version. Le généralissime, en nouveau chef suprême, commence à diffuser son image et à mettre en place le culte de sa personnalité comme tout bon dictateur qui se respecte. Bientôt, dans toutes les villes où il passe, Franco, dans sa tenue sobre de général, est reçu par la foule comme le sauveur. Il se fait maintenant appeler le caudillo, un titre d'inspiration médiévale qui évoque le chef de guerre choisi par Dieu. Partout, le peuple se masse pour l'applaudir. En réalité, la mise en scène pour les médias est bien rodée car les combats entre républicains et nationalistes sont loin d'être terminés. Ce sont toujours Hitler et Mussolini qui lui fournissent les armes nécessaires pour écraser les républicains. D'ailleurs, le Führer et le Duce s'agacent parce que le caudillo progresse trop lentement par rapport à ses moyens. Mais Franco fait durer la guerre civile pour une raison simple. Elle lui permet de mieux consolider son pouvoir. À la fin de l'hiver 1939, Franco et les troupes nationalistes ont fini de nettoyer l'Espagne en s'attaquant au dernier bastion républicain, la région de Barcelone. Désormais, l'Europe reconnaît l'Espagne franquiste. Personne ne sait que le caudillo a ouvert une sorte de camp d'internement pour les prisonniers républicains. Il semblerait que 500 000 d'entre eux soient détenus dans un secret relatif. On ne sait pas combien ont été assassinés. Les estimations vont de 30 000 à 200 000 individus dans les années qui suivent la guerre civile. Maintenant, le rêve de Franco est de rendre à l'Espagne sa grandeur passée et de recomposer son immense empire. Mais la Seconde Guerre mondiale commence et elle rebat les cartes de l'ordre mondial. On a longtemps raconté que Franco avait tout fait pour épargner son pays. La réalité est quelque peu différente. Le caudillo et le Führer se rencontrent à Hendaye le 23 octobre 1940. Les deux dictateurs doivent définir les modalités de l'entrée en guerre de l'Espagne aux côtés de l'Allemagne. Hitler estime que Franco lui est redevable puisqu'il lui a fourni des armes pendant les 3 ans de la guerre civile. De son côté, Franco prend Hitler pour le Père Noël. Le caudillo décrit longuement à son homologue allemand son envie de reformer la grande Espagne du temps des rois et il mettra son armée à sa disposition si l'Allemagne lui donne un certain nombre de territoires en Afrique. Hitler écoute poliment, opine du chef, puis refuse toutes les demandes de Franco. Je crois qu'on peut dire que les deux hommes sont repartis fâchés. Hitler a trouvé Franco ingrat et Caudillo est descendu furieux du train du Führer. Il se serait écrié à l'un des membres de son état-major « Ces types me dégoûtent, ils veulent tout sans rien donner !» Personnellement, même avec la distance historique, je trouve le positionnement de Franco surréaliste. Il semble prisonnier de ses désirs chevaleresques pour l'Espagne et ne comprend pas du tout ce qui est en train de se jouer à l'échelle de l'Europe. Finalement,
L'Espagne reste neutre, même si elle fournit 47 000 hommes à l'Allemagne pendant la campagne de Russie et met son renseignement au service du Troisième Reich. Mais comme dans les films, les méchants finissent mal. Mussolini est exécuté par des résistants italiens le 28 avril 1945 et Hitler se suicide 2 jours plus tard à Berlin. Les fascismes se sont écroulés. Ne reste en Europe occidentale que 2 dictateurs restés en marge de la guerre, Salazar l'intellectuel au Portugal et le caudillo en Espagne. Franco continue à vivre son rêve de retour à une grandeur espagnole fantasmée. Il referme le pays sur lui-même, organise de grandes cérémonies catholiques baroques où il apparaît comme un roi. Oui, il est craint. Oui, le catholicisme a retrouvé toute sa vigueur. Oui, la police continue à chasser les dissidents politiques. Mais l'économie ne se développe pas et le pays sombre dans la pauvreté. De toute manière, Franco n'est pas un économiste. Il est absorbé par ses ennemis de l'intérieur. Il est même obsédé par la franc-maçonnerie qui diffuse des valeurs progressistes et anticléricales. Grâce à l'aide des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, Franco a mis la main sur des listes de membres de loges qui avaient fui l'Espagne. Il se sert de ces listes pour les traquer. De toute manière, franc-maçon ou non, quiconque remet le régime de Franco en cause risque la peine de mort. Parallèlement, Franco se lance dans de grands travaux mémoriels. Dans la Sierra de Guadarrama, près de Madrid, il fait ériger un sanctuaire en l'honneur des morts de la guerre civile. Ce site, nommé Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, est surmonté d'une immense croix de pierre de 150 mètres de haut. Une vraie prouesse technique à laquelle ont travaillé 20 000 prisonniers politiques. Les yeux levés vers son monument, Franco, désormais vieillissant, vit muré dans le passé. Dès les années 1950, bien des Espagnols passent illégalement en France, attirés par un mode de vie plus libéral et l'espoir de trouver un travail rémunérateur. Les hommes sont souvent maçons et les femmes de ménage. Franco comprend qu'il ne peut plus être ostracisé par les puissances occidentales s'il veut relancer l'économie de son pays. Le 21 décembre 1959, il accueille le président américain Eisenhower sur le tarmac de l'aéroport militaire de Torreón près de Madrid. Les 2 chefs d'État sont farouchement anticommunistes, alors la guerre froide en fait des alliés. Franco ne veut plus être vu comme un fasciste, mais comme un gardien des valeurs occidentales face au péril communiste. Il négocie la présence de bases militaires américaines sur son territoire contre des dollars indispensables à son économie. Ces années sont douloureuses pour le caudillo. Lui qui rêvait de recomposer l'empire espagnol doit maintenant gérer la décolonisation. Le protectorat au Maroc qu'il avait connu disparaît totalement à la fin des années 1960. Affaibli, Franco passe de plus en plus de temps dans sa résidence du Pardo. Il regarde des vidéos de sa jeunesse et des films historiques sur la grandeur de l'Espagne. Pendant ce temps, son impopularité grandit. Il s'en plaint à ses amis, lui qui veut seulement être le père de tous les Espagnols. Comment se peut-il que les gens ne l'aiment pas ? Il reste convaincu que c'est Dieu qui l'a mené au sommet de l'État pour le bien de son pays. En réalité, son pouvoir ne repose plus que sur la répression policière. Franco accepte tout de même d'améliorer la justice sociale avec une meilleure distribution des richesses et un impôt progressif plus équitable, même si ses politiques peuvent avoir de loin une coloration socialiste. Mais ces progrès sociaux sont fragiles et les crises reviennent périodiquement. L'Espagne reste étrangement duelle, tournée vers un passé qu'elle ne veut pas quitter et appelant dans le même temps la modernité de ses vœux. Entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 1975, la santé de Franco se dégrade. Il subit plusieurs chirurgies et meurt à 82 ans le 20 novembre 1975. Je viens de suivre la foule qui dit un dernier adieu au général Franco dans le palais des rois d'Espagne. Une foule qui s'étire sur plusieurs kilomètres de long dans le centre de Madrid débarrassé de ses voitures. Dans la nuit, dans ces rues que balaye un vent glacé et dans lesquelles résonnent des chants d'église, on croit vivre un songe, un rêve éveillé, mais c'est le songe de la mort. Je viens de gravir les marches du palais royal, place de Oriente. Ils sont là plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers qui ont piétiné depuis le début de l'après-midi pendant 10 heures, parfois plus, pour voir leur Dieu statufié pour l'éternité. Ils montent les marches, passent une première salle, et tout à coup, ils arrivent dans cet endroit qui pour eux est le lieu sacré. Sous les lustres et la lumière crue des projecteurs repose Franco dans un lourd cercueil aux poignées de bronze. Le visage, au trait enfin immobile et reposé, appartient déjà à un autre monde. Il passe
ceux qui ont attendu des heures et des heures devant l'homme qui, disent certains, appartient à leur famille. Ils prient, ils s'inclinent ou ils saluent. Et ils s'en vont dans un décor qui pourrait être celui de la Reine morte de Monterland ou d'un film de Buñuel, laissant après eux ce fantôme, laissant après eux ce symbole d'une Espagne empaumée et désormais pétrifiée. Alors qu'il est inhumé au Valle de los Caídos, le pouvoir revient au roi Juan Carlos. Des dispositions politiques avaient été prises par le caudillo pour que l'Espagne devienne, après la page franquiste, une monarchie constitutionnelle. Depuis, l'Espagne essaye de s'accommoder de la mémoire douloureuse de la période franquiste. Tous les charniers de la guerre d'Espagne n'ont pas encore été fouillés par les archéologues. Beaucoup de familles ont encore des disparus. Mais comme à son habitude, l'Espagne se relève, hésitant encore entre la nostalgie d'un passé fantasmé et un avenir à la pointe des combats pour le progrès. Nous fermons un chapitre très sombre de notre histoire en exhumant les restes du dictateur Franco de là où ils ont reposé de façon immorale pendant trop longtemps. Aucun ennemi de la démocratie ne mérite un lieu de culte institutionnel. C'est une grande victoire de la démocratie espagnole. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.